Bonsoir madame, monsieur, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Al24 News à la une de l'actualité de ce jeudi 31 mars. Le président tunisien Kais Saïed dissout l'Assemblée des représentants du peuple, décision justifiée par la nécessité de préserver l'État et ses institutions en se référant à l'article 72 de la Constitution. Journée de la Terre, plusieurs villes marocaines ont connu des manifestations pour dénoncer la normalisation au moment où l'ONG Amnesty International dénonce les restrictions sur la liberté d'expression au Maroc. Russie, les pays inamicaux devront avoir des comptes en roubles pour avoir du gaz. Moscou qui annonce d'autre part que les Européens continueront à payer leur livraison en gaz en euros et en dollars. Sport football, démission du président de la Fédération algérienne de football suite à l'élimination de l'Algérie de la course au mondial Qatar 2022. La FAF qui introduit un recours auprès de la FIFA. Nous avons de développer les titres de cette édition. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce jeudi à Alger le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Gérandi, indique un communiqué de la présidence de la République. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Aramtallah Mamara, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, précise la même source, rappelant que le président de la République a reçu ce jeudi un appel téléphonique du président de la République tunisienne, Kais Saïed, avec lequel il a échangé les vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan, indique un communiqué de la présidence de la République. Et le président tunisien, justement, Kais Saïed, a annoncé dans la soirée de mercredi à jeudi la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple. Il justifie sa décision par la nécessité de préserver l'État et ses institutions en se référant à l'article 72 de la Constitution. Mohamed Amin Aberkan. أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية. Après avoir été gelé, l'annonce de la dissolution du Parlement a été faite par le président tunisien lors d'un discours diffusé dans la soirée du mercredi à la télévision nationale. Kais Saïed s'est référé dans cette prise de décision à l'article 72 de la Constitution. Il déclare que l'État est ciblé par une tentative désespérée de coup d'État et que sa responsabilité était de protéger la nation. Le moment est historique pour le pays selon lui. في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي. ولا يعلم أحد كيف تمت دعوة هذا المجلس للانعقاد، لأنه أولا مجمد، والاجتماع الذي تصوروا أنه حصل عبر قناة تلفزية أجنبية. Kais Saïed a insisté une nouvelle fois dans son discours que la réunion illégale de l'Assemblée des représentants du peuple, dont les activités sont déjà suspendues depuis juillet dernier, n'a aucune raison d'être convoquée puisqu'il est déjà gelé. Aucune légitimité pour cette Assemblée ni pour cette session parlementaire, dira le président tunisien. En infraction aux mesures présidentielles exceptionnelles du 25 juillet dernier, une séance controversée de l'Assemblée des représentants du peuple s'est tenue ce mercredi. L'ordre du jour concernait notamment un projet de loi portant sur l'annulation des mesures exceptionnelles prises par le président Kais Saïed le 25 juillet 2021. Le premier responsable du palais de Carthage a mis en garde contre toute tentative de semer le chaos et la division interne. Quelques moments avant son discours, le chef d'État tunisien a présidé un conseil de sécurité nationale avant de rencontrer la chef du gouvernement, Najla Boudane.
Le vice-président du Conseil présidentiel, Abdallah Al-Lafi, a reçu ce jeudi l'ambassadeur d'Algérie en Libye, Slimane Chennine. La discussion entre les deux hommes a tourné autour des derniers développements de la situation politique en Libye et du rôle joué par le Conseil présidentiel pour parvenir à la stabilité. Le représentant a également salué les positions du gouvernement et du peuple algérien en faveur de la Libye au cours des dernières années, sans interférer dans la souveraineté libyenne, exprimant son appréciation pour les efforts algériens déployés pour résoudre la crise par la communication avec la communauté internationale et toutes les parties libyennes afin de parvenir à un règlement qui contribue à la stabilité de la Libye. Et nous allons nous intéresser aux manifestations au Maroc. L'appel à manifester lancé dimanche par le Front marocain de soutien à la Palestine contre la normalisation avec l'entité sioniste a été suivi. Plusieurs villes marocaines ont vu leurs citoyens sortir dans les rues pour dénoncer la normalisation du royaume du Maroc avec l'entité sioniste. Safwan Ben Sabri. À l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de la Journée de la Terre, célébrée le 30 mars de chaque année par les Palestiniens en Palestine et à l'étranger, de nombreuses villes marocaines ont répondu à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine. À Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech ou encore Meknès, des manifestations ont eu lieu dans le cadre de la 5e journée nationale de protestation contre la normalisation. Les manifestations ont été placées sous le slogan « Journée de la Terre, une lutte continue pour libérer la terre et renverser la normalisation ». À Rabat, devant le Parlement, les manifestants ont vivement dénoncé la ruée vers la normalisation avec les sionistes, scandant entre autres « La Palestine est notre cause, la normalisation est une trahison, le peuple veut faire tomber la normalisation » ou encore « La Palestine n'est pas à vendre ». La Journée de la Terre a été décrétée en souvenir des événements du 30 mars 1976, lorsque la population palestinienne s'était révoltée contre la décision de l'entité sioniste de spolier de grandes proportions de terres palestiniennes. Celle-ci était encore détenue par les Palestiniens après 1948. Cette opération avait induit la destruction de 418 villages arabes avec interdiction pour leurs habitants d'y retourner. Les affrontements avec les forces de l'occupation avaient alors fait 6 morts parmi les Palestiniens, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations. Et Amnesty International a dénoncé justement les restrictions sur la liberté d'expression au Maroc, se basant sur diverses arrestations arbitraires et emprisonnements controversés de plusieurs personnalités qui auraient été la cible du Marzen en raison de leurs écrits. La pandémie étant aussi l'autre moyen utilisé par le Maroc pour restreindre la liberté d'expression dans le royaume. Nariman Zekar. L'association de défense des droits de l'homme Amnesty International se mobilise en faveur des détenus politiques marocains et dénonce les restrictions appliquées contre la liberté d'expression. Amina Finda, porte-parole de l'antenne marocaine de l'organisation non gouvernementale, fustige la poursuite des restrictions contre la liberté d'expression au Maroc, affirmant que les poursuites sont enclenchées contre des journalistes et des activistes dont au moins 7 reporters et militants jugés dans des affaires en lien avec leur opinion. C'est le cas de Maate Mounjib, historien déjà condamné pour atteinte à la sécurité de l'État et fraude. D'autres ont suivi, n'ayant pas bénéficié à leur tour de procès équitable et ayant été ciblés pour leurs écrits et leur engagement selon l'ONG. L'association appuie le prétexte de la crise sanitaire du Covid-19 afin d'imposer toutes sortes de restrictions sur des manifestations et rassemblements pacifiques. Sur les 154 pays étudiés dans le rapport 2021 de défense des droits humains, 43% d'entre eux ont adopté de nouvelles lois imposant des restrictions aux personnes exprimant leurs droits pacifiquement et 54% ont arbitrairement placé en détention des défenseurs des droits humains. Les relations entre les autorités marocaines et Amnesty International sont tendues après que l'ONG ait accusé Rabat, l'été dernier, d'utiliser le logiciel sioniste Pegasus pour espionner des personnalités marocaines et étrangères. Une violation des libertés individuelles qui continue toujours à faire parler d'elle et qui a provoqué l'ire de plusieurs pays dans le monde. Entre normalisation avec l'entité sioniste et espionnage, l'histoire est loin d'être finie.
La visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Algérie a été l'occasion de rappeler le rôle fondamental que joue Alger dans la résolution des crises régionales. Dans un contexte de forte turbulence internationale, l'Algérie, acteur géopolitique important, déploie des efforts significatifs pour stabiliser la région en adéquation avec ses principes historiques et au diapason du droit international. Sofiane Barouti. Bouclant sa tournée au Proche-Orient et en Afrique du Nord, Anthony Blinken a salué à Alger le rôle fondamental que joue l'Algérie dans la promotion de la paix et de la stabilité régionale. Le chef de la diplomatie algérienne a pour sa part rappelé l'engagement d'Alger à déployer les efforts nécessaires pour la résolution des crises qui traversent la région dans le respect des fondements du droit international et de sa ligne de principes historiques. Sur le dossier libyen, l'Algérie, à la tête des pays du voisinage, est un acteur majeur d'une solution conçue comme devant être politique, interlibyenne et démocratique, avec pour corollaire le désarmement des milices et le départ de toutes les forces étrangères de ce pays nord-africain. Le ministre des Affaires étrangères français a, lui, exprimé la nécessité du retour au cadre des accords d'Alger comme formule garantissant une solution de sortie de crise au Mali. Pour rappel, Bamako a expulsé l'ambassadeur français et Barkhane a plié bagages du Mali dernièrement après une grande pression populaire contre la présence militaire française en Afrique. L'Algérie, pour sa part, demeure un interlocuteur crédible pour les autorités maliennes et elle soutient le dialogue, le développement ainsi que la souveraineté nationale et populaire de ce pays voisin en plein processus de transition. La guerre au Sahara occidental est une grande préoccupation pour l'assurance de la paix régionale. La dernière volte-face du gouvernement espagnol n'aide pas à la concrétisation de cet horizon. Le chef du gouvernement espagnol est d'ailleurs confronté à une situation de gronde populaire avec les effets désastreux de la crise économique conjugués au refus citoyen de sa décision d'appui à l'occupation marocaine illégale du Sahara occidental. L'Algérie reste ferme dans sa position et appelle à l'application du droit international, conférant au peuple du Sahara occidental la possibilité de choisir son destin dans le cadre d'un référendum d'autodétermination. La décolonisation du continent africain est un objectif historique de l'État algérien, qui rappelle par la voix de ses plus hautes autorités son engagement dans la défense du droit des peuples luttant contre le joug colonial en Palestine et au Sahara occidental. Toujours sur le continent africain, le président mauritanien renouvelle sa confiance à son Premier ministre qui avait présenté sa démission et celle de son gouvernement mardi. Mohamed Ould Bilal a été reconduit mercredi et chargé par Mohamed Ould Ghazouani de former un nouveau gouvernement. Récemment, le chef de l'État s'était montré très critique à l'égard de l'ancienne équipe. Mohamed Ould Ghazouani a ainsi pointé du doigt les nombreux dysfonctionnements dont souffre l'administration mauritanienne qui creuse de plus en plus le fossé entre les autorités et les préoccupations des citoyens. Et la Cour suprême du Kenya a invalidé ce jeudi un processus de révision constitutionnelle initié par le président Uhuru Kenyatta, mettant un coup d'arrêt à ses projets à 4 mois d'élections présidentielles et législatives à fort enjeu. Avec cette réforme, Kenyatta et ses alliés ambitionnaient notamment de créer de nouveaux postes au sein de l'exécutif, ce qui constituait la plus importante modification du système politique kényan depuis l'introduction d'une nouvelle constitution en 2010. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Martha Koome, présidente de la Cour suprême du Kenya. Le président ne peut pas initier d'amendements ou de changements constitutionnels par le biais d'une initiative populaire en vertu de l'article 257 de la Constitution. Santé Covid-19, l'Afrique du Sud vient de franchir un seuil tristement symbolique. Le pays a enregistré un total de plus de 100 000 morts dus au coronavirus. Selon les chiffres officiels, selon des scientifiques, le nombre réel de décès est certainement plus élevé. Ils estiment que le nombre réel des victimes de la pandémie pourrait être 3 fois supérieur à ces chiffres officiels. Les données du Conseil sud-africain de la recherche médicale ayant montré que plus de 300 000 décès naturels supplémentaires ont eu lieu depuis le début de la pandémie.
On vous parlait hier de la Palestine qui s'apprêtait à accueillir le mois de Ramadan avec une flambée des prix des produits alimentaires. Le mois de jeûne pour les musulmans sera vraisemblablement difficile aussi pour le Sénégal. Le pays connaît une hausse des prix des denrées de première nécessité. Une situation qui inquiète les consommateurs qui, pour la plupart, pointent du doigt la fermeture de la frontière sénégalaise avec le Mali comme étant la principale cause. Kherdin Botache. À la veille du Ramadan, la hausse des prix des denrées alimentaires frappe les étals des marchés sénégalais, aux grandes dames des ménages démunis face à cette situation. À vrai dire, rien n'est abordable actuellement. Toutes les denrées alimentaires sont chères. Avant, j'achetais un sac de choux à 8 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, il coûte entre 15 000 et 20 000. Et il en est ainsi pour tous les produits. À l'image de beaucoup de pays, le Sénégal fait les frais de la pandémie Covid-19 et du conflit ukrainien. Deux paramètres ayant agi de manière négative sur la mercuriale. Les soubresauts politiques du voisin malien n'ayant pas arrangé les choses. La fermeture de la frontière malienne a empiré les choses parce qu'il y a des produits que le Sénégal n'a pas et qui quittent la Guinée, le Mali ou la Côte d'Ivoire et forcément, il faut passer par le Mali avant de venir au Sénégal. Il y a tous ces problèmes, il faut qu'ils ouvrent la frontière. Tous les produits sont là-bas. Si la frontière est fermée, qu'est-ce qui va rentrer ? Car des prix des produits de base tels que les céréales ou les légumes qui flambent durant le mois sacré du jeûne, c'est souvent synonyme de concessions faites par les consommateurs au détriment de leur alimentation. Début du mois en cours, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal a lancé un appel à tous les commerçants affiliés à cette entité d'appliquer les mesures de baisse des prix de certaines denrées de consommation courantes comme le riz, l'huile ou encore le sucre. Durant la même période de l'année passée, ce scénario haussier frappant les marchés sénégalais avait également prévalu sur l'économie du pays. Au moins 2 Palestiniens ont été tués ce jeudi matin lors d'un raid de l'armée sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Les 2 Palestiniens âgés de 17 ans et 23 ans ont été tués par les forces d'occupation sionistes qui menaient une incursion dans le secteur de Jénine. Le ministère de la Santé a rapporté également que 3 Palestiniens ont été grièvement blessés et un autre touché légèrement, ajoutant que 3 autres blessés par des balles réelles dans les membres inférieurs sont arrivés à l'hôpital gouvernemental de Jénine. Dans le dossier ukrainien, possible rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et ukrainien, Sergei Lavrov et Dimitri Kuleba pourraient se rencontrer d'ici 1 ou 2 semaines, a assuré leur homologue turc Mevlut Cavusoglu. Le ministre turc a ajouté qu'il était impossible d'avancer une date, mais que la Turquie souhaitait accueillir une telle rencontre en tant que médiateur sincère. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 4 millions d'Ukrainiens sont arrivés en Europe. Plusieurs pays de l'Europe de l'Est sont actuellement dans l'obligation de faire face aux conséquences économiques à la suite du déplacement des réfugiés ukrainiens. Mohamed Ali Ben Chaben. Plus de 4 millions d'Ukrainiens sont arrivés en Europe depuis le début du conflit russo-ukrainien. L'Union européenne doit se mobiliser pour faire face à cet afflux sans précédent. Les pays de l'Europe de l'Est n'ont pas les infrastructures pour faire face. La Pologne s'est déclarée avant cette guerre totalement opposée à la migration. La Moldavie, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est déjà confrontée à un fort chômage des jeunes et son économie souffre de l'arrêt des échanges commerciaux avec la Russie et l'Ukraine. Pour aider tous les pays à faire face, l'Union européenne a décidé d'allouer des milliards d'euros à l'accueil et surtout de donner à ces réfugiés l'accès pendant 1 an à la santé, l'école et le droit de travailler. La Banque centrale européenne est aussi mise à contribution pour faciliter le change de ceux qui arrivent avec la monnaie ukrainienne totalement dévaluée par la guerre et que la plupart des banques refusent. Le prochain défi sera de faciliter l'insertion professionnelle des Ukrainiens. Si la guerre
s'installe, cela deviendra très vite indispensable. Cette ressource en priorité féminine peut aussi être une chance pour les pays d'accueil qui font face à une pénurie de main-d'œuvre. C'est le cas de l'Allemagne et de la Pologne. Ces deux pays étaient déjà en concurrence pour attirer les Ukrainiens avant le début de l'offensive russe. C'est également le cas des pays de l'Est qui sont en train de se dépeupler. Pour l'instant, la croissance est attendue entre 3 et 4% cette année en Europe centrale. Mais l'année 2022 sera mouvementée pour les pays de l'Est, même sur le plan économique. Moscou revient sur sa position. Pourtant, elle s'est montrée très ferme d'imposer un règlement rouble de ses livraisons de gaz aux Européens. Le gouvernement allemand a indiqué que le président russe Vladimir Poutine avait assuré mercredi au chancelier Olaf Scholz que les paiements continueraient à être en euros, mais transférés sur la Gazprom Bank. Cette dernière se chargerait de la conversion en roubles. C'est un sujet signé Neila Hamouda. Moscou rétropédale. Les Européens pourront continuer à payer leurs livraisons en gaz russe en euros et en dollars, et ce pour le mois d'avril. Selon Berlin, le président russe a indiqué au chancelier allemand Olaf Scholz que les transactions pourront se faire normalement. Seule différence, elles se feront à destination de la banque du fournisseur, à savoir la banque Gazprom, une banque exemptée de sanctions, contrairement à la banque centrale russe. Cette annonce intervient au moment où plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, préparaient de nouvelles sanctions contre la Russie, dont l'ampleur dépendait de la position de Moscou sur le paiement du gaz russe en roubles. Ce mécanisme n'a pas été approuvé par Olaf Scholz. Il a demandé un rapport détaillé tout en réitérant la position des Européens et du G7 de refuser les modifications des contrats. En attendant des précisions écrites, Berlin a mis en place une cellule de crise et a activé un dispositif d'alerte en 3 étapes. La première consiste à surveiller plus étroitement les réserves en énergie face à la menace de se faire couper le gaz. Le ministre allemand de l'économie se veut toutefois rassurant. Il affirme que la sécurité de l'approvisionnement du pays est pour l'instant garantie. Il a également demandé aux industriels d'essayer de rationaliser les dépenses en gaz afin de réduire la facture énergétique, car les réserves de gaz allemandes sont remplies à hauteur de 25%. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Le président russe Vladimir Poutine annonce que les acheteurs de gaz russes de pays inamicaux devront payer en roubles depuis des comptes en Russie sous peine d'être privés d'approvisionnement. Mesure entrant en vigueur vendredi et touchant surtout l'Union européenne. J'ai aujourd'hui signé un décret qui établit les règles du commerce du gaz naturel russe avec les États dits hostiles. Nous proposons aux contreparties de ces pays un schéma clair et transparent. Pour acheter du gaz naturel russe, ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans des banques russes. C'est à partir de ces comptes que les paiements de gaz seront effectués. Si ces paiements ne sont pas effectués, nous considérons qu'il s'agit d'un défaut de paiement de la part des acheteurs avec toutes les conséquences qui en découlent. Personne, nous ne vend quoi que ce soit gratuitement et nous n'allons pas faire de travail caritatif. Autrement dit, les contrats existants seront arrêtés. Et suite à la décision de la FIFA d'exclure la Russie de la prochaine Coupe du Monde, Alexis Sorokin, le représentant de la délégation de la Russie au congrès de la FIFA, ancien membre du conseil de la FIFA, a défendu le football russe, ne comprenant pas ce que justement le football russe avait à voir avec la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que le football russe a à voir avec tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait de si mal? Je ne vois pas de clause de statut de la FIFA qui n'aurait pas été respectée par le football russe. Les supporters russes ont été déçus que l'événement européen ait été supprimé, que ces équipes ne jouent pas, ce qui est très décevant pour les supporters russes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé en Chine pour une réunion de 2 jours consacrée à l'Afghanistan. Il s'agit de la première visite en Chine du chef de la diplomatie du Kremlin depuis l'offensive russe en Ukraine le 24 février dernier. Pékin s'est depuis refusé à condamner l'intervention de Moscou, mais a dénoncé des sanctions occidentales contre la Russie. 7 pays voisins de l'Afghanistan vont participer à cette réunion. Le chef de la diplomatie
des talibans au pouvoir à Kaboul, Amir Khan Muttaqi, est également attendu selon l'agence Chine Nouvelle. Et nous restons en Chine. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, défend les droits souverains et le droit de juridiction de Pékin sur les eaux concernées après que les gardes-côtes philippins ont accusé leurs homologues chinois d'avoir dirigé un de leurs navires à quelques mètres d'un patrouilleur philippin dans la mer de Chine méridionale contestée, enfreignant ainsi les règles internationales et risquant une collision. Les îles Yongbyon sont un territoire intrinsèque de la Chine. La Chine exerce la souveraineté sur les îles et leurs eaux proches, ainsi que des droits souverains et le droit de juridiction sur les eaux concernées. Il est à espérer que les navires de la patrie philippine respectent sincèrement la souveraineté, les droits et les intérêts de la Chine, et ce conformément strictement aux lois nationales et aux lois internationales pour éviter de perturber et d'affecter les gardes-côtes chinois qui effectuent des patrouilles dans les eaux subventionnées. Énergie, l'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont décidé ce jeudi lors de leur 27e réunion ministérielle d'augmenter la production pétrolière totale de l'Alliance de 432 000 barils par jour en mai prochain. Les 23 pays de l'OPEP+ ont opté ainsi pour le maintien de leur plan d'augmentation mensuelle de la production autour de 400 000 barils jour décidé en juillet 2021. Je vous propose d'ailleurs à ce propos d'écouter le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Darkab. Lors de la réunion interministérielle d'aujourd'hui, nous avons décidé de poursuivre et maintenir notre politique avec l'augmentation progressive de la production pétrolière décidée le mois d'août 2021. On a décidé aujourd'hui d'augmenter la production pétrolière totale de 432 000 barils par jour. Pour la part de l'Algérie, notre part va atteindre 11 000 barils par jour à partir du mois de mai prochain, afin que notre production journalière atteindra 13 millions et 13 000 barils par jour. Sport, football, conséquence directe de l'élimination de l'équipe algérienne de la course au mondial Qatar 2022. Le président de la Fédération algérienne de football, Sharafeddine Amara, jette l'éponge. C'est le vice-président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Maouch, qui a été désigné pour assurer l'intérim à la tête de l'instance fédérale jusqu'à la tenue d'une assemblée générale élective. La décision la plus importante aujourd'hui, c'est que Lyon, c'est pour I'lam al-Jami'. Je me suis réuni aujourd'hui avec le bureau fédéral et j'ai pris une décision importante que je vais vous annoncer, qui est celle de mettre fin à mes fonctions à la tête de la Fédération nationale de football. Je souhaite le meilleur au prochain bureau qui sera élu par l'Assemblée générale ainsi qu'à l'ensemble des équipes nationales. تمنياتي بالتوفيق للفرق الوطنية كاملة. Sharafeddine Amara qui est également revenu sur le bilan de l'instance footballistique algérienne durant ces 4 dernières années. التقييم لابد منه. Il est nécessaire de procéder à une évaluation, non pas pour désigner des coupables, mais pour identifier les lacunes et situer les inconvénients, pour faire un bilan et corriger les erreurs. En ce qui me concerne ainsi que le bureau fédéral, si je fais un bilan personnel, je dirais que notre parcours a été honorable, s'agissant de l'équipe nationale entre autres. Et ce ne sont pas les 10 dernières secondes d'un match qui devraient effacer 3 ou 4 années de travail. Par ailleurs, la FAF a annoncé avoir introduit officiellement auprès de la Fédération internationale de football FIFA un recours sur l'arbitrage scandaleux qui a influé sur le résultat de la rencontre du barrage retour entre l'Algérie et le Cameroun qui s'est terminé sur le score de 2-1 en faveur du Cameroun, joué mardi au stade Moustapha Tchaker à Blida. La FAF demande également l'ouverture d'une enquête par les organes de la FIFA pour faire
toute la lumière sur l'arbitrage du match. C'est avec cette information que nous arrivons à terme de cette édition. Merci pour votre attention. Tout de suite, l'info du ciel, la météo présentée par Madame Ziane Zetouni. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Restez fidèles à Al 24 News. À demain.